Et nous revoilà. Nous revoilà. Alors, je vais faire un petit renvoi, un petit rappel sur les réseaux pour dire aux gens que vous pouvez venir, bien sûr. Vous êtes les bienvenus tous. Pour l'instant, je ne vois pas forcément de monde arriver, mais tac. En cette fin d'année, j'espère qu'il va y avoir quand même un petit peu de monde. Hop. Ah oui, c'est vrai que tu voyais toi s'il y avait des gens ou pas. Ouais, tu vois pas toi. C'est marrant. Non, sauf s'ils communiquent par chat. Ah oui, tu vois que si chat. En haut, j'ai un petit œil qui me dit combien il y a de personnes. Voilà, ça permet de suivre en direct. Donc aujourd'hui, alors on va attendre que. Ouais, aujourd'hui, le but, Astrid, c'est de parler de satisfaction client. Ouais, moi puisque c'est quelque chose qui nous avait été proposé par les dernières personnes, les derniers spectateurs en fait, qui nous avaient suivis le mois dernier. Donc c'est le sujet qu'on a retenu. Donc toi, tu as peut-être des choses à présenter, mais l'idée, c'est bien sûr, s'il y a du monde, de répondre aux questions, de faire une question-réponse. Voilà. De toute façon, je pense que je ferai comme j'avais fait la dernière fois. À savoir que je récupérerai la vidéo, je la mettrai sur YouTube pour s'il y a des gens qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, qui veulent revoir en différé, en fonction de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. S'il y a du monde, parce que s'il n'y a vraiment aucun échange, je ne sais pas si ça vaudra le coup, mais à voir. Qu'en penses-tu, Astrid ? Oui, effectivement, la dernière fois, il y avait une personne qui avait parlé, qui nous avait posé des questions sur l'audit, sur les réclamations clients, sur la satisfaction client. Et c'est vrai que moi, sur la satisfaction client, ça m'intéresse d'échanger, parce que j'ai un client qui recueille, on va dire, la satisfaction de ses clients via des questionnaires. Mais quand on a peu de clients, c'est un peu redondant d'envoyer toujours les questionnaires. Et puis, le taux de retour n'est pas toujours très intéressant. Donc voilà, moi je voulais réfléchir à d'autres solutions. En tout cas, pour ce client, je voulais réfléchir à ça et d'autres clients. Voilà, comment on peut y recueillir la satisfaction autrement que par des enquêtes de satisfaction. Alors, je sais qu'il y a d'autres choses, mais voilà, comment on pouvait combiner peut-être plusieurs façons de percevoir la satisfaction de ses clients. Donc c'était un peu l'idée à réfléchir un peu là-dessus, parce que les questionnaires, alors c'est bien, il en faut, mais je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'il est adapté peut-être par rapport aux entreprises. Oui, et puis le problème du questionnaire, c'est que, alors c'est quelque chose moi que j'ai appris dans mon passé en faisant appel à des organismes de mesure de satisfaction client. C'est attention au questionnaire en fait qui demande juste au client de répondre à des questions fermées. Et c'est-à-dire qu'en fait, il vient finalement juste valider ce que nous, on a déjà préjugé comme sujet important pour le client. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas qu'est-ce qui est important pour lui, on lui demande de se positionner sur ce qui est important pour nous, puisque c'est nous qui avons fait le questionnaire. Donc en fait, le client, des fois, il ne se sent pas écouté. Alors, je dirais, c'est un conseil que j'avais reçu et que moi, maintenant, j'essaye d'appliquer auprès de mes clients et même auprès de moi-même, d'ailleurs. C'est de commencer par des questions ouvertes pour laisser au client la possibilité de s'exprimer. Et après, on reboucle avec des questions fermées sur les sujets qui nous paraissent importants et savoir déjà si ça répond à ces problématiques. Parce que dire à un client, vous avez bien vérifié qu'on fait bien ça, 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 il va nous dire oui. La question à savoir, c'est est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse ça, ça, ça et ça ? Ça se trouve, lui, il s'en fiche complètement. C'est pas du tout ça qu'il attend de l'entreprise ou du service qu'on lui fournit. Donc, c'est cet exercice qu'on a peut-être tous naturellement tendance à faire. Je suis promis à le faire pendant des années, donc je ne fais pas le malin. Mais c'est vrai que quand on m'a dit ça, un jour, je me rappelle, c'est un organisme, je changeais d'organisme et je lui ai montré notre ancienne enquête. Et il m'a dit, mais ça, c'est pas de la satisfaction client que vous faites. Et là, c'est vrai que je suis tombé un peu de ma chaise parce que pour moi, c'était tellement évident. Et c'est là qu'il m'a expliqué justement que pour lui, et ça m'a convaincu tout de suite en fait, de dire effectivement, à aucun moment dans le questionnaire, on pose la question au client de quelles sont ses attentes. Et ça, c'est un peu dommage dans une satisfaction client, finalement. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, je me rappelle que tu m'en avais parlé de ça. Tu me l'avais évoqué. Et ça m'a marqué alors. Ouais, mais moi aussi. Enfin, là, je l'ai zappé, mais en fait, je me dis quand tu en reparles, je me dis oui, parce que quand on fait son questionnaire, déjà on choisit des thématiques, etc. Donc on décide entre guillemets sur ce sur quoi on va
questionner le client. Et si en plus on rajoute des questions fermées, bon ben, en gros, on a fait la moitié du travail pour le client. Donc, il ne peut pas vraiment dire ce qu'il en pense sur les sujets qui pourraient éventuellement l'intéresser. Ou éveiller sur la curiosité pour qu'il aille creuser, tiens, est-ce que ça m'intéresserait de réfléchir et de donner mon avis sur tel ou tel sujet. Donc, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à la manière dont on va rédiger son questionnaire, comment on va communiquer. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion à faire aussi là-dessus. Ouais. Et en fait, quand on y réfléchit, des fois, ça peut expliquer qu'on ait peu de retours clients. Parce que le client, il ne se sent pas concerné, en fait, par ce qu'on lui demande. Il dit, c'est très gentil, tout ça, mais effectivement, si les questions, en plus, moins tu as de clients et plus ça revient, plus il doit se dire, t'es gentil, mais je t'ai déjà répondu il y a quelques temps. C'est ça. En plus, tu n'en as pas tenu compte, parce que derrière, c'est bien de faire des enquêtes de satisfaction, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est pas juste pour répondre à une exigence normative. C'est de se dire, si vous n'en faites rien derrière, le client, il dit, c'est bon, j'ai perdu du temps une fois, je ne vais pas le refaire. Hein. C'est ça, alors, effectivement, je pense qu'il y a des entreprises qui font des enquêtes et puis après, c'est bien rangé dans le tiroir, on est content, on a répondu à la norme, mais voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Quelle analyse on en fait, etc. Donc, il y a le taux de retour qui, je pense, est important à vérifier, à voir, voilà, quel taux de retour on a, qu'est-ce que dit le client aussi, et qu'est-ce qu'on en fait comme analyse derrière. Et c'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Moi, dans le secteur sanitaire, il y a l'obligation aussi de faire des enquêtes. Alors, il y a des enquêtes propres à chaque établissement et après, il y a quelque chose qui est national. Mais et souvent, quand on va à l'hôpital, souvent, ce qui revient, c'est j'ai eu trop chaud, j'ai eu trop froid dans la chambre, j'ai pas bien mangé à la cantine, quoi. Et bon, avec ça, on est censé recueillir plus, en partie, c'est un peu plus loin que ça aussi, quoi. Mais comment aller recueillir cette information-là en dehors de j'ai eu trop chaud, trop froid et puis j'ai pas bien mangé, c'est tout l'art de faire peut-être un bon questionnaire ou recueillir les bonnes informations, quoi. Donc ça, c'est pas évident aussi de travailler là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de monde qui est arrivé ou pas? C'est un point. Pour l'instant, non, toujours personne. Donc, écoute, on continue entre nous. Ouais. C'est vrai que peut-être juste avant les vacances, comme ça. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, moi, le premier, j'avais pas mal de choses à régler juste avant les vacances. Donc, je comprends peut-être aussi que même les gens qui étaient motivés la dernière fois n'ont peut-être pas forcément suivi l'info. Et pour revenir sur la partie justement satisfaction client. C'est difficile des fois pour les personnes avec lesquelles j'échange, je ne sais pas si toi tu as la même problématique, de différencier attente client et satisfaction client. Pour les gens, c'est client, donc c'est la même chose. Non, parce que c'est bien deux choses différentes. Pour avoir la satisfaction du client, il faut connaître ses attentes. Et donc l'attente, c'est ce qu'on fait en amont. C'est un petit peu... c'est l'étude de marché, c'est quand vous rencontrez un client la première fois, comment vous identifiez le cahier des charges finalement, un petit peu, le non-dit aussi, parce qu'il y a ça, il y a l'explicite et l'implicite, ce qu'il ne vous a pas dit, mais qu'il considère que vous êtes censé savoir, et que c'est le truc qui n'est pas important pour lui, mais auquel vous passez complètement à côté. Et au final, donc quand vous faites la satisfaction à la fin, si vous n'avez pas pris le temps de prendre les attentes en amont, il y a peu de chances que vous ayez... répondu à ces attentes, justement. Donc ça, je ne sais pas si toi, tu as les mêmes problématiques que tu rencontres, des gens qui ont un peu de mal à identifier les deux temps. En fait. Alors non, pour l'instant, non. Enfin, j'ai pas eu trop ce retour-là, mais enfin oui, je comprends qu'on puisse, entre guillemets, faire une recherche d'informations, entre guillemets, de quelles sont les attentes et se tromper, et enfin, se dire je veux faire une enquête de satisfaction, puis finalement recueillir les besoins, quoi. Ce qui n'est pas la même chose. Non, j'ai pas eu trop ce cas-là pour l'instant. C'était plus par réflexe, il faut qu'on fasse des enquêtes finalement. Si voilà, c'est ça. C'est plus les clients, il faut qu'on fasse une enquête. Un peu chez toi. Ah. C'est peut-être le réseau. Fatigue aussi. Alors je ne t'entends plus, Astrid, je crois que tu n'as plus de réseau. Ou alors c'est moi. Tu m'entends là? Je vais vérifier s'il n'y a pas un souci. Tu m'entends, toi? Oui. Moi, je ne t'entends plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Petite pause. Désolé. Tu m'entends?
Voilà, tu es vraiment au ralenti là. Ah. Si je coupe là. Tu es hyper saccadé. Alors, je sais pas si ça vient de chez moi, parce que moi, c'est fluide. J'ai coupé la caméra. C'est mieux ou pas? Ah là, oui, carrément. C'est dommage, on ne te voit plus. Ouais, mais ça marche mieux? Ah oui, là, le son est super fluide. Ah ouais, bah alors je sais pas. Moi, il n'y a rien qui m'indique qu'il n'y a pas de bande passante, mais c'est peut-être ça alors. Bah ouais, parce que là, depuis que tu as coupé la caméra, ouais, c'est top. Ah ouais, bon bah donc ça vient de chez moi alors. Bon. Bah pourtant, j'ai aucune info, mais ah ouais, je suis peut-être. Ouais, effectivement, je suis un peu flemmarde. C'est peut-être en 4G, non? Ou non? Je suis en Wi-Fi là, mais je suis peut-être un peu loin de la truc. Attends, on va voir si je bouge un peu aussi ça. Tac, je vais faire ça. Je vais changer de pièce pour voir. Ah. C'est ça aussi l'agilité, c'est hop, on s'adapte. Là où je vais le mettre, vas-y, je vais le mettre par là. Couper ton son. Je me suis permis de couper ton son un tout petit peu parce que ton micro capte beaucoup les bruits. Attention. Et c'est bon. Ouais, c'est bon là. Je pense que c'est mieux. Voilà. Là, je t'entends bien. Essaye de remettre ta caméra pour voir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tac. Voilà. Alors, je suis toujours sur une vieille image de tout à l'heure. Ah, c'est pas bon là? Là, ça saccade encore. Hein. Ah, bah alors c'est autre chose. Parce que là, j'ai pas mal de réseaux. Mais... Je t'entends pas mal, mais l'image est très, très, très saccadée. C'est pas du tout fluide. Ouais, bah, il y a peut-être trop de monde sur les réseaux, mais non, là, j'ai plus de... Non, bah ouais. Non, bah là, ouais, ça me met que j'ai toutes les barres, tout va bien de mon côté. Et là, dès que tu coupes le micro, bon, enfin, la vidéo, c'est parfait. La voix est dans le fait. Bon. Ouais, bon, écoute, c'est comme ça. Alors, du coup, tu étais en train de dire quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, si, voilà. Moi, c'est vrai que mes clients, non, alors sur la partie, voilà, enquête de satisfaction, aller recueillir vraiment la satisfaction par rapport à ce qu'ils ont pu produire ou offrir en termes de prestations, ça va. Mais par réflexe, voilà, dès que j'accompagne un client, c'est s'il faut recueillir la satisfaction, on fait un questionnaire. C'est direct, on va faire un questionnaire. Alors moi, j'ai envie de dire oui, mais il y a peut-être d'autres choses à faire en plus. Oui, mais non, parce qu'un questionnaire, ça nécessite du temps à l'élaborer, du temps à l'envoyer, du temps à le traiter. Donc, c'est pas forcément le sujet le plus simple. Il y a d'autres façons de faire, je pense. Qu'est-ce que tu leur suggères, du coup? Là, justement, pour un client, alors je pense qu'ils avaient un questionnaire qu'ils envoyaient trop souvent. Et en fait, il y avait un objectif trop important parce que les commerciaux, ils devaient faire, je sais plus, peut-être 2 questionnaires par mois. Donc, en fait, ils envoyaient toujours le même questionnaire, même client. Donc, forcément, c'était... Enfin, en gros, le client, il avait 10 questionnaires, 10 fois le même questionnaire, je vais y arriver dans l'année. Donc, c'était pas pertinent. Justement, je vais réfléchir, il faut que je travaille là-dessus. Alors, je pense que peut-être réduire le nombre de fois où on envoie le questionnaire, peut-être faire évoluer le questionnaire d'une fois à une autre aussi. Parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de questionner toujours sur les mêmes thématiques. Peut-être le personnaliser aussi, parce qu'il y en a qui font des audits, d'autres non, donc peut-être l'adapter par rapport aux remarques qu'ils ont pu faire remonter lors des audits. Donc peut-être le personnaliser aussi. Oui, tout à fait. Et après, je sais pas, réfléchir à d'autres... se dire, voilà, on peut évaluer la satisfaction sur le fait que le client soit de faire la fidélisation des clients, l'évolution du chiffre d'affaires avec ce client-là aussi, ce genre de choses. Peut-être faire un petit... Je sais pas comment dire, mais... mais je pense que c'est ça, avoir plusieurs faisceaux. Voilà, c'est ça, exactement. Des faisceaux de preuves, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir, en disant, ce client-là, on n'a jamais de réclamation, on l'a fidélisé, et je ne sais pas, globalement, il n'y a pas de problème. Bon, ça peut être un élément de satisfaction. Rien n'empêche de temps en temps d'aller lui demander clairement ce qu'il en pense. Et ça, c'est pas obligatoirement un questionnaire, ça peut être un coup de téléphone aussi.
dans la norme, il n'y a rien qui impose de faire un questionnaire satisfactif. Ouais, non, je pense que ça peut être plusieurs éléments qui viennent s'associer ou s'additionner les uns aux autres. Ou en tout cas, pas s'additionner, mais se mettre en parallèle pour dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Enfin, plusieurs éléments qui viennent dire voilà, je viens évaluer la satisfaction de mon client avec un questionnaire, avec est-ce qu'il est fidèle ou pas, est-ce que on a des retours positifs de sa part via des mails ou des coups de téléphone, s'il fait des audits, on est plutôt à tel niveau, on s'est amélioré ou pas, enfin quelles sont les remarques. Je veux dire, après le chiffre d'affaires, il faut faire attention parce qu'en cette période-là, on peut avoir un chiffre d'affaires qui baisse, mais c'est pas en lien avec une question de satisfaction. Mais voilà, faire plusieurs éléments qui viendraient étoffer que la partie enquête, quoi. Ah bah oui. Voilà. Après, il faut que ça s'adapte. Enfin, chaque client, ça ne sera pas la même formule, on va dire, mais adapter à chaque client un tableau, on va dire, de perception de la satisfaction. C'est dur à dire en fin de journée, satisfaction. Satisfaction des clients. Ouais, mais moi, en tant qu'auditeur, je préfère j'ai plutôt avoir comment dirais-je, un point fort sur une entreprise qui va avoir plusieurs approches, peut-être pas aussi automatiques qu'un questionnaire de satisfaction, mais qui derrière va en tirer des informations et va en faire un plan d'action, comme tu dis, pour derrière dire comment on fait évoluer notre questionnaire, comment on fait évoluer notre relation client, et pas quelque chose d'automatique où on dit que ce soit un garçon, une fille, un jeune, un vieux, une personne du Sud, une personne du Nord, on va lui poser la même question. Non, si on veut vraiment affiner, peut-être que de temps en temps, on peut dire, en fonction de la typologie de clients, si on travaille sur des marchés publics, c'est pas la même chose que sur des marchés privés, donc on pose pas forcément les mêmes questions, parce que bien sûr, les choses changent. Si on travaille avec des industriels en direct ou si on travaille avec des sous-traitants, des intermédiaires, forcément, c'est pas la même approche. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte. Et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle à appliquer qui marcherait pour tout le monde. Enfin, à mon point de vue, c'est un petit peu survoyé de penser qu'on a des recettes miracles. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, je suis d'accord. Les gens qui aimeraient ça, en fait. Non, ça va. Mais je pense qu'effectivement, ce que je vais réfléchir pour ce client-là, je pourrais capitaliser pour d'autres, mais je ne vais pas faire un copier-coller et dire, tiens, j'ai fait ça pour tel client, et hop, et on dit je le redonne de telle manière à tel autre client. Mais je me dis, ça peut capitaliser ou imaginer d'autres solutions, d'autres moyens, on va dire, pour d'autres clients. Je pense que ça peut être. Et voilà, il faut que je travaille, il faut que j'y réfléchisse pour proposer quelque chose à un client. Parce que la dernière revue de direction qu'on a fait, on s'est dit, voilà, vraiment, c'est pas du tout pertinent d'envoyer autant de questionnaires de manière aussi régulière aux clients. Donc, il faut faire autrement, peut-être garder ça, mais avoir d'autres moyens à disposition pour venir compléter plusieurs palettes et par rapport à cette palette-là, dire voilà, je pense qu'il faut que je parte là-dessus. Oui, parce qu'il n'y a rien qui impose de faire des enquêtes systématiques. Ça, c'est encore les légendes urbaines qui sont liées aux normes. Exactement. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais ça, il paraît qu'il faut faire une enquête après chaque client, après chaque affaire, après chaque… » Non, il n'y a rien qui fait… À la rigueur, ça peut mettre, comme tu dis, contre-productif. Il y a des clients qui vont… Quand tu as un client régulier, récurrent, fidèle depuis des années, avec qui tu es en contact… régulièrement tous les trimestres ou tous les 6 mois, lui envoyer une enquête automatique tous les ans, qu'est-ce que tu vas en tirer et qu'est-ce qu'il va avoir comme valeur ajoutée à répondre à cette enquête? Ça a peu d'intérêt. Par contre, de temps en temps, des clients one-shot, des nouveaux marchés qu'on veut essayer, qu'on veut tenter, dans le cadre justement de l'analyse du contexte, quand on fait un SWOT, des choses comme ça, on part pas bille en tête, on fait l'analyse des risques, opportunités. Ça peut être, tiens, on essaye avec un client, sur tel marché, on va voir sa perception. Est-ce que sur cet essai qu'on a voulu faire, est-ce que ça a marché? Si là, on se dit, on se prend une volée de bois vert en disant, vous êtes complètement à l'ouest, vous êtes complètement à côté de ce qu'on attend de ce type de prestat, ça réoriente la stratégie. Ça peut être, ou bien on met en place des actions, ou bien on se dit qu'on n'est pas sur la bonne branche et puis que ça sert à rien de continuer par là. Mais en tout cas, effectivement, ça permet d'affiner la stratégie. C'est ça de mon point de vue, c'est uniquement ça. C'est pas juste se gargariser de dire on a 87% de clients satisfaits, donc on est les plus forts, on est les plus beaux. Non, c'est sur les 13% qui restent, justement, quels sont les problèmes? Et puis 87%, est-ce qu'ils sont vraiment complètement satisfaits?
Est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels on pourrait s'améliorer pour éviter que… Ça, c'est un sujet qui est important aussi, c'est un client satisfait, est-ce que c'est un client qui est promoteur? Pas pareil. Un client satisfait, c'est un client qui… Il a passé une commande, entre guillemets, il a eu ce qu'il a voulu, quoi. Mais est-ce que ça fait qu'il restera, il sera fidélisé et il parlera de nous autour? C'est pas pareil. Est-ce que c'est pas un client qui peut être volatile et le jour où il trouve un produit équivalent un peu moins cher, il ira ailleurs? Et ça, c'est un client qui était satisfait pourtant. Il avait ce qu'il voulait. Mais du jour au lendemain, il peut s'en aller. Et ça, c'est important de le mesurer aussi. Comment sont les clients? Est-ce qu'ils sont fidèles, pas uniquement sur le passé, pas en disant ça fait 10 ans qu'il bosse avec nous, donc tranquille. C'est aussi de se dire, est-ce qu'on sent qu'il va rester avec nous parce qu'il est vraiment très satisfait, il parle de nous autour, etc. Ça, c'est aussi une nuance qui n'est pas facile à cerner, mais qui est important pour sa stratégie. Oui, ça me fait penser ce que tu dis là, quand tu parlais de promoteurs, à d'autres moments, j'avais fait une sorte d'infographie sur les indicateurs de satisfaction, je ne sais plus comment j'avais appelé ça, et j'avais parlé du Net Promoter Score. Donc, il y a un calcul, justement, les clients détracteurs, les clients promoteurs, et qui calcule, en fait, qui définit une note à partir de ça. Donc, il y avait ça, et il y avait le CSAT, je ne sais plus comment ça se prononce, enfin, CSAT, ou pareil, c'était un indicateur d'évaluation, on va dire, de la satisfaction client. D'accord. C'est le Customer Satisfaction. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ce truc-là. Le CSAT, tu ne le connais pas? Ouais, non. D'accord. C'est quand je pense que j'avais dû faire des recherches un peu sur les indicateurs par rapport à la satisfaction client. C'est peut-être plus des choses qui concernent, on va dire, le B2C que le B2B. Enfin, ça peut, mais je pense que c'est peut-être plus connu dans le B2C. C'est peut-être plus ça parce que c'est customer, donc c'est peut-être plus pour ça que je connais moins, en fait. Voilà, c'est ça. Vraiment vers le consommateur, le client final, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'avais un peu étudié ça parce que je me suis dit tout ce qui est utilisé dans le B2C, on pourrait l'adapter ou regarder un petit peu ce qui se passe chez eux parce que c'est un peu plus poussé. Enfin poussé, je sais pas si c'est le bon terme, mais maintenant partout quand on va sur des sites internet ou des trucs où on voit les petites étoiles, on peut valider, satisfaire. Comme il y a des sites pour les restaurants, etc. On nous pousse à entre guillemets. À donner notre avis sur des lieux publics des fois. Voilà, c'est ça. Donc j'étais un petit peu allée regarder ce qui se passait de ce côté-là pour voir quels indicateurs il existait pour voir si ça pouvait être utilisé ou adapté au secteur du B2B. Donc voilà, j'avais fait un petit truc là-dessus. Donc voilà, après on dévie sur les indicateurs, mais c'est intéressant. Si on parle de satisfaction, après je pense qu'il faut quantifier. Moi je sais que je fais des enquêtes et après j'en tire une note. Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus pertinent, mais en tout cas, j'ai essayé d'en tirer une note, comme ça permet de donner un indicateur et un objectif. Ça donne une tendance déjà, la note. Voilà, c'est ça. Mais faut pas se… Tu vois, à l'effet… il y a quelque chose de contre-productif avec la note de temps en temps. Ça dépend des personnes, hein, bien sûr. Je ne veux pas te faire de généralité. On est dans un pays où la notation, c'est quelque chose on est très scolaire, on est très dans ce schéma scolaire. Et une note, si tu as un 7 sur 10 ou un 8 sur 10, tu vas voir les gens qui reçoivent l'enquête qui vont dire « Ah, c'est bon, sous-entendu, j'ai la moyenne, donc c'est bon ». Sauf que du coup, ils ne vont pas forcément voir ce qu'il y a à lire entre les lignes de l'enquête. Quand un client dit « Oui, je suis globalement satisfait, mais… » Et c'est ce que j'évoquais, c'est le client qui, finalement… S'il y avait quelqu'un d'autre qui propose mieux à côté, c'est bien. Et beaucoup de gens s'arrêtent à la note. Moi, je me rappelle sur l'ancien prestataire avec qui on faisait appel. Le premier truc qui apparaissait, c'était un taux de satisfaction. Donc, c'était une note sur 100. Alors, tu avais 88 sur 1. Alors, tout le monde était trop fort, etc. Et il lisait même pas ce qu'il y avait derrière, les pages qui étaient derrière. Donc, ça peut être, attention, l'effet pervers de la note. C'est un point de vue. Ouais, moi, je sais que quand je fais ça, je regarde les commentaires des clients en gros derrière. Et quand je prends la note, je prends ce qu'on fait entre guillemets une analyse des verbatims, quoi. Et je sais quand je remonte après l'information, je dis je mets les commentaires associés à ça, les remarques que j'ai jugées pertinentes parce que des fois il y a beaucoup de commentaires, mais voilà, je remonte aussi les commentaires pour mettre en parallèle les commentaires par rapport à la note.
Parce qu'il y en a qui sont très satisfaits, ils écrivent « je suis très satisfait », puis ils mettent en gros pas une super note, enfin pas une super note. Ils peuvent évaluer 7 sur 10 en moyenne, dire « je suis très 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 satisfait », mais ils mettent 7 sur 10. D'autres qui disent « je suis à peu près satisfait », et puis ils te mettent 9 sur 10. Donc des fois... En fait, c'est ça aussi, cette notation, c'est que tu vas avoir des gens qui vont avoir tendance à bien noter parce qu'ils ont envie d'être sympas, parce que machin, et puis des gens qui vont être très exigeants. Ça ne veut pas dire forcément pour autant qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est juste qu'il y a des gens, par nature, ils ne mettront pas une bonne note parce que ça a une connotation pour eux, une bonne note ou une mauvaise note. Donc, faut vraiment que ça reste, comme tout, hein, un outil, un indicateur, et pas une vérité absolue, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Oui, non, mais c'est ça. Je pense que l'analyse des commentaires et tout ça à côté est nécessaire pour, comment dire, venir pondérer, on va dire, la note. Voilà. C'est ça, pondérer, mettre en perspective. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que la note, c'est bien, mais je pense que les commentaires associés sont peut-être souvent plus intéressants, parce que des fois, les clients donnent des bonnes idées. Enfin, les clients finaux donnent des bonnes idées ou des bons moyens d'évolution. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des très bons commentaires qui sont très utiles. Donc ça peut être intéressant. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on met des questions fermées, on laisse peut-être pas forcément le client s'exprimer. Alors que finalement, de temps en temps, l'entreprise a tout intérêt. Alors après, il y a des gens qui sont persuadés de détenir la vérité, donc bon, eux, de toute façon, ils n'écouteront pas forcément. Mais il y a de moins en moins de gens comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'écoute de leur marché et pas juste pour faire joli. Et qui se disent, mince, c'est vrai que, tiens, on l'avait pas vu. Peut-être qu'on pourrait changer ci, avoir une autre approche, modifier ça, etc. Et de proche en proche, c'est l'amélioration continue. Hein, on fait changer. C'est aussi les méthodes agiles. Hein, inclure le client, hein, mettre le client au cœur. Mettre tout ça pour que ça réponde au mieux finalement et qu'on dise pas on a tapé complètement à côté, quoi. Et puis s'en rendre compte trop tard surtout parce que là c'est dangereux. Je coupe mon micro parce qu'il y a des bruits parasites, on va dire, dans la maison. Des parasites en bas d'âge. Voilà, c'est ça. Ah, mais écoute, faut bien qu'ils vivent aussi. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous suivent ou qui ont des commentaires. C'est ce que je regarde là. Il y a eu 3 personnes tout à l'heure, mais pas de questions. Donc n'hésitez pas. Là, on est redescendu à 1, mais bon. Est-ce que la personne est... Il n'y a pas vraiment de questions pour l'instant. Bon, écoute. Il y a des remarques ou il y a des sujets. Ouais. Des sujets où les remarques sont les bienvenues. Ou des bonnes pratiques, ouais, effectivement. Oui, voilà, surtout, on est preneurs des bonnes pratiques. Mais j'en reviens sur le réflexe, moi ce que disaient mes clients, le réflexe de il faut faire une enquête, quoi. Automatiquement, il faut faire une enquête. Et ça, et aujourd'hui, j'intervenais au saisie. Voilà. Aujourd'hui, j'intervenais au saisie et une des personnes m'a dit si on doit recueillir la satisfaction, on doit faire une enquête. Et je dis c'est pas une négligence de la norme de faire une enquête. Voilà. Non, en fait, c'est la solution de facilité, en fait. Facilité, ça peut être connoté. C'est pas ça que je veux dire. C'est la solution qui vient en premier lieu, en fait. Et on se dit, oui, il n'y a pas d'autre façon de faire, et puis on va tout de suite à ça. Mais comme tu l'évoquais tout à l'heure, tu vas sur Internet, tu vas n'importe où, etc. Tu es tout le temps amené à donner ton avis sur, tu as acheté un produit, hop, on t'envoie un avis de satisfaction. T'es allé dans un hôtel, hop, tu reçois un avis de satisfaction. T'as fait un truc, hop, à chaque fois. Partout. Et en fait, finalement, on n'y prête même plus attention. C'est ça le problème. Au bout d'un moment, c'est que ça fait partie du décor. Et les avis, on se dit, mais même moi qui fais partie d'une démarche qualité, je réponds pas à tous les avis de sollicitation à chaque fois que je fais un truc. Donc, il faut trouver le bon angle pour pas avoir la lassitude et puis que les gens se disent, en fait, là, j'ai reçu une demande. Ça me donne envie d'y répondre parce que ça a titillé ma curiosité où je me dis, c'est présenté d'une façon où j'ai l'impression que on me demande vraiment mon avis personnel, quoi. Enfin, c'est vraiment vers ça que je tends, moi. Je sais que c'est peut-être un peu, c'est mon dada, c'est là-dessus que je reviens régulièrement, mais c'est vraiment faire au juste nécessaire, répondre aux besoins des clients et pas vouloir faire tout un truc qu'on ne sait pas exploiter derrière. Il y a peut-être que 3 questions dans un questionnaire, d'ailleurs. Ça peut être les 3 questions primordiales. Oui, je pense qu'il faut vraiment l'adapter. Moi aussi, quand j'ai des questionnaires, des questionnaires satisfaction, vous avez participé à un événement, tu as directement un questionnaire derrière, etc. J'essaie d'y répondre. Mais tu vois que c'est formaté, on vient pas recueillir ma
ma perception à moi, mais à tous ceux qui ont participé. Donc, ce qui est logique, mais nous, en tant que prestataire, on n'a pas 150 000 clients non plus. Donc, je pense que des fois, peut-être le personnaliser et vraiment par rapport à l'accompagnement qu'on a pu faire pour nous, les clients qu'on a aussi, peut-être par rapport à leurs clients à eux, vraiment. Et je pense que là, peut-être, il y aurait peut-être effectivement ce que tu disais, un taux de retour plus important, parce que là, ils verront que ça correspond à la prestation propre, qui leur a correspondu à eux. Voilà. Et peut-être que là, ils seront plus concernés, il y aura peut-être plus de commentaires, plus de réflexion dans l'analyse. Alors, attends, est-ce que je suis vraiment satisfait? Qu'est-ce qui a fait problème pour moi? Qu'est-ce que il m'a plu? Et je pense que ça. Alors après, voilà, c'est un travail derrière. C'est sûr que faire un questionnaire formaté pour tout le monde, on appuie sur le bouton, ça part, et puis voilà, on est tranquille. Que faire quelque chose de beaucoup plus réfléchi et personnalisé pour chaque client, ça prend plus de temps, mais après on récupère plus d'infos. Mais la valeur ajoutée, il faut voir aussi, avoir un questionnaire global. Enfin, tu sais, souvent le réflexe aussi de se dire un questionnaire, c'est que l'avantage, c'est qu'on va prendre un éventail très très large, comme ça, qui peut le plus, peut le moins, et puis dedans, on en tirera bien des informations. Je prends un effet un petit peu... C'est un petit peu différent, mais ça se rejoint. Je me rappelle quand on répondait à des appels d'offres marché public, dans mon ancienne vie de BTP, on avait tendance à justement dire, on a un grand groupe, regardez tout ce qu'on sait faire, et en fait, on envoyait le catalogue de la Redoute, à peu près. C'était un gros pavé. Et puis en fait, on disait aux clients, regardez, on sait faire tout ça. Donc forcément, votre projet, on sait le faire. Et le client, en fait, ça arrivait des fois qu'on se fasse... éjectés clairement, et c'est des plus petites entreprises qui remportaient les marchés, parce que les petites entreprises, elles font peut-être moins de choses quand on met tout bout à bout, et encore, ça c'est encore à voir. Par contre, à la question du client, elles ont répondu point par point à ses problématiques propres, et ils n'ont pas dit maintenant à vous de faire votre marché dans notre catalogue, quoi. Et en fait, là, le client, il s'est senti concerné, il s'est senti important, il s'est dit, on a lu mon problème, on y a répondu. Alors que quand on répond à un truc un peu générique, le client il dit, en fait, mon problème, ça serait à tel endroit ou à d'autres, il y aurait de la technique, il n'y aurait pas de technique, ils s'en foutent. En fait, ils me disent, nous, on peut tout faire. Enfin, c'est à vous de faire votre truc. Et pour le client, la perception est très, très différente en termes de, je pense, le fait de se sentir concerné. Oui, non, mais ouais, je pense que ça... Oui, de voir que c'est fait pour lui, qu'on veut vraiment recueillir son besoin, enfin, pas son besoin, sa satisfaction à lui, par rapport à ce qu'on lui devra livrer à lui. Je pense que ça, je pense que ça serait effectivement très intéressant. Je pense que je vais partir là-dessus pour mon client, où ils ont quelques gros clients. Après, voilà, il y a aussi la question du rythme, la fréquence peut-être. Alors pour le coup, si on la fréquence du questionnaire, mais bon, dire si on l'a fait une fois personnalisé, la deuxième fois, il ne faut pas que ça soit le même non plus. Mais je pense que il y a une question de personnalisation. Après, ça nécessite du temps, mais si tu as un client si tu as un client qui est satisfait, qui te met du 100 partout, hop, c'est nickel, vous êtes 100 sur 100 partout, vous êtes les meilleurs, bon, c'est difficile. Mais par contre, ton questionnaire, il est personnalisé une première fois, selon un angle, selon quelques problématiques, et en fonction de ce questionnaire-là, la fois d'après, tu te dis, attends, quels avaient été les points d'insatisfaction la première fois? Et puis ton deuxième questionnaire, il est sur les points d'insatisfaction, pour commencer en disant, est-ce que sur les points que vous aviez identifiés comme axe d'amélioration la dernière fois, est-ce que vous avez senti un progrès? Et puis par contre, en deuxième temps, est-ce que sur les points que vous avez identifiés comme points forts, vous avez vu évoluer le sujet? Et là, en fait, le client, il voit la continuité entre les deux. Alors, c'est pas simple, parce que ça nécessite effectivement de faire de l'épicerie et du cas par cas. Mais par contre, pour un client, pour des entreprises qui n'ont pas 50 000 clients, ça peut être intéressant, parce que là, il se dit, ah ouais, d'accord, il y a un vrai suivi. Non, je suis d'accord. Et pour le coup, je pense à mon client, mais maintenant, je pense aussi à moi. Parce que, en tant que nous, chefs d'entreprise, je ne sais plus si je l'ai envoyé, peut-être une fois, mais je me dis, il faut que je le tourne par rapport à la prestation que j'ai réalisée, pour le coup, parce que c'est enfant, réalisée par rapport à ce client, et peut-être moi où j'ai détecté, il y avait des endroits ou des zones où j'étais peut-être moins performante, où j'étais peut-être pas moins satisfaite de ce que j'avais pu apporter, et le questionner plus sur cette partie-là, et avoir ce retour sur les zones où moi j'ai considéré que c'était peut-être pas au mieux, et voir un peu lui quel retour il a pu en faire aussi, pour le coup.
Mais ouais, je pense que parce que on est rarement les plus objectifs pour s'auto-évaluer de toute façon. Des fois, surtout quand on est, il y a souvent ce petit syndrome de l'imposteur, surtout quand on est tout seul, où des fois on a l'impression qu'on n'en fait peut-être pas assez par rapport au client, donc on se met une pression de dingue sur certains sujets. Et en fait, quand on demande au client, il dit ah mais non, mais moi ce truc-là, ah oui, bah, j'ai même pas fait gaffe. Non mais ça m'intéresse pas. Et nous on se dit ah ouais mince, j'ai mis beaucoup d'exigences et de qualité et de temps, et finalement c'est de la surqualité parce qu'on a mis beaucoup de temps là-dessus, alors que finalement c'est pas un sujet qui intéresse le client. Ça ne l'intéresse pas. Certains trucs sur de la forme. Des fois, moi j'ai des clients, j'ai passé vachement de temps à leur faire un super document. Ils me disent ah moi la forme je m'en fiche. Hein. Donc ah bon d'accord. Mais ça c'est parce qu'on a chacun ses propres critères, donc on sait que faut ajuster. Ouais, et ça a permis après pour le coup effectivement dans ta prestation de proposer les choses les plus appropriées, adéquates par rapport à ce que a pu te remonter ton client, et pour le coup vraiment personnaliser la prochaine fois ton offre par rapport à ce que a pu te remonter ton client. Par exemple, le client que j'ai en tête, il pourrait travailler d'une certaine manière, adapter sa manière de faire par rapport à ce client-là, ou pour l'autre, etc. Enfin, vraiment adapter sa prestation de service, on va dire ça comme ça, pour chaque client. Alors, tout en restant dans le cadre de la société, parce qu'après, on ne peut pas personnaliser à l'extrême, mais adapter par rapport à... Et jauger le curseur sur sur ce point-là, ça l'intéresse pas trop, il est pas pointilleux, donc là-dessus on peut être plus cool entre guillemets. Et puis sur cette sujet là, il est vraiment pointilleux, donc là par contre on va lui faire telle ou telle chose vraiment très, très pointilleuse, quoi. Donc ça peut permettre d'ajuster vraiment pour le coup répondre vraiment aux implicites là pour le coup du client aussi. Oui, je pense que c'est important parce que des fois, ça peut aussi faire peur des fois aux clients quand on leur fait tout un truc qui répond pas à leurs attentes en disant mince, il en fait beaucoup, ou ça va nous demander nous beaucoup de travail derrière, etc. Alors que finalement, il faut juste peut-être pas le strict minimum, mais il n'y a pas besoin de mettre en place toute une usine à gaz si ça ne se justifie pas, pardon. Donc rester vraiment par rapport aux attentes, par rapport à nous en tant que tel, en tant que consultant. Faut pas aller plus que ce que nos clients leur demandent, encore une fois. Tant que ça reste dans le cadre de la norme et dans le cadre des attentes des clients, il n'y a pas besoin d'aller leur demander un document, un truc, un machin, un suivi, un processus. Voilà. Des fois, on voit un petit peu ça, de moins en moins. Mais j'ai rencontré des personnes qui arrivaient avec leur système chez les entreprises, et puis l'entreprise, elle devait s'adapter au système du consultant, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Donc quand on se place entre un client et ses fournisseurs, on se dit c'est à peu près le même principe. C'est pas, ça reste quand même le client qui doit avoir le dernier mot au final. Ouais. Oui, c'est. Ouais, mais c'est. Enfin voilà, je pense que la perception du client, de ce qu'il peut penser de nous, de son client, de ses fournisseurs, etc. C'est quand même assez. C'est pas toujours évident à recueillir et à analyser et je sais que là, voilà, pour les clients que j'ai en tête, ce sont les commerciaux qui doivent faire ça. Et bon, après, voilà, les commerciaux aussi, c'est pas leur mission première, quoi. Eux, ils sont là pour vendre. Donc, ils disent, bon, moi, je veux bien filer de temps en temps un questionnaire, mais bon, c'est pas mon. Voilà, donc la personne aussi de comment on communique, si on reste toujours sur les enquêtes, comment on la communique, qui la communique, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu, quoi. Si c'est bon. On fait un point commercial et puis vite fait, tu me remplis le questionnaire parce que comme ça, ma responsable qualité va être contente. Bon, voilà. C'est quand même souvent ça. Hein. Je pense. Malheureusement. On le fait parce qu'encore une fois, on utilise des outils pas adaptés, des questionnaires pas forcément adaptés, et du coup, on ne sait pas les exploiter, et du coup, ça ne sert à rien parce qu'on n'en tire aucune conclusion. Et à partir du moment où on reste sur quelque chose de superficiel, c'est toujours la même question de donner du sens aux actions qu'on fait. Si les démarches qualité, si on le fait parce qu'on veut avoir un beau certificat, ça apportera jamais rien à une entreprise. Ça sera subi. Alors que si c'est fait parce qu'on est convaincu que ça apporte quelque chose à l'entreprise, c'est le cercle vertueux. On va faire en sorte que ça apporte l'entreprise, et du coup, tout le monde va être pris dans le. Voilà, mais c'est pas simple. Hein. C'est encore de la perception, c'est la subjectivité.
Oui, parce que là, pour le coup, moi, c'était, tu vois, les commerciaux, ça avait été défini, c'était eux qui le feraient, avec un rythme je crois que c'était 2 questionnaires par mois, etc. Mais en fait, on n'a jamais demandé l'avis des commerciaux. Déjà sur le questionnaire, sur la fréquence, etc., etc. Et donc, c'est là, en faisant une revue de direction, où pour le coup, il y avait une commerciale qui nous a dit, mais en fait, non, ça va pas, ça ne me convient pas, etc., etc. Et donc, je lui dis, c'est bien qu'elle ait remonté l'information. Heureusement qu'elle était présente à cette revue de direction, sinon, ça se trouve, on aurait continué pendant je sais pas combien de temps à faire ça. Ah oui. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, en fait, oui, enfin, elle m'a tout de suite convaincue, il n'y avait pas de raison de me convaincre, mais en me disant ça, je dis, en fait, oui, on leur a jamais posé les questions si c'était pertinent que ça passe par eux, si le questionnaire, est-ce qu'ils l'avaient lu avant de le proposer au client aussi, etc., etc. Donc, il y avait aussi, voilà, on leur dit de le faire, mais on ne les a pas mis dans la boue dès le départ. Donc, c'est un petit peu dommage aussi. Oui. Et puis, les commerciaux, ils peuvent très bien être les premiers messagers de la satisfaction client, parce que c'est eux qui sont en contact avec les clients d'une façon ou d'une autre. Donc, des fois, on peut aussi s'appuyer sur un commercial qui va rencontrer les clients. Est-ce qu'il ne peut pas se prendre des petites, lui demander de dire, tiens, fais sans faire un compte rendu, mais un petit brief de, tiens, quels sont les mots qui reviennent régulièrement dans la bouche des clients, toi, savoir quelles sont les choses qu'on... Et ça fait partie déjà des attentes. Mais des fois aussi, quand c'est un client récurrent, le commercial, quand il y retourne, c'est certainement une porte d'entrée intéressante, sans faire forcément une enquête, un questionnaire, juste un petit échange. Oui, parce qu'après, il y a des commerciaux qui ont ça et qui, non, mais le client, il est super content et il m'a remonté ci, ça, ça, ça. Puis ça reste, entre guillemets, bloqué à ce niveau-là. Ce commercial, il a cette info. J'ai très bien, mais après, ça peut être bien de le partager aussi à tout le monde, parce que tout le monde travaille pour la satisfaction des clients, donc ça peut être bien aussi de le partager à tout le monde et que ça ne reste pas que bloqué, entre guillemets, à un commercial ou enregistré dans un CRM parce qu'il a enregistré le truc, mais ça peut être bien aussi de communiquer à l'ensemble de l'équipe que si c'est la production ou autre, enfin, en tout cas, tous les collaborateurs de l'entreprise aient l'information que tel client, il est content et de telle et telle prestation pour X ou Y raison. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant de remonter. Et après, bon, là, c'est toujours compliqué. Je sais aussi, toi aussi, t'en croises aussi, hein, mais les commerciaux, ils aiment bien aussi se garder leurs petites infos. Donc, c'est aussi une marque de fabrique. Oh là, tac, j'ai un son qui s'est lancé. C'est aussi une marque de fabrique des commerciaux. Donc, il ne faut pas que ce soit la seule porte d'entrée parce qu'ils se réservent aussi C'est comme les gens qui vont dire, moi, je dévoile pas mes coins à champignons, quoi. Tu vois, je caricature, mais c'est un peu ça. Non, il y a un peu de ça. Si ça des coins à champignons, je viens de le savoir. Non, je suis nul à ça, donc j'en ai pas. Mais tu vois, il y a de ça. C'est aussi ce qui fait ma force. Donc, c'est aussi mon petit précaré. Je vais pas les donner toutes mes billes à tout le monde, quoi. Donc, il faut savoir aussi trouver le moyen de récupérer l'information sans avoir l'impression de les déposséder de quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait que les commerciaux qui soient les vecteurs. Ah oui, ça oui. Je suis d'accord. Après, il faut jouer aussi sur le côté. Moi, je sais que j'aimais bien aller voir les commerciaux pour leur dire, mais si vous avez des réclamations clients, moi, je peux vous aider. Là, ils étaient contents, par contre. Parce que je gérais la partie technique, résolution de problèmes. Et je lui dis, attends, ton client, je vais régler. Enfin, entre guillemets, pas toute seule. Hein. Donne-moi l'info, je vais faire en sorte de régler la problématique, ça ne se renouvelle pas une deuxième fois. Et là, en général, les commerciaux, ils viennent vers toi. Là. Ils disent, tiens, le bureau du qualiticien ou responsable qualité ou fonctionnalité chez Willy. Sinon, ils ne savent pas. Mais quand tu vas les voir comme ça, en général, ils sont plus enclins à venir te voir. Donc là, ça peut être un moyen de dire, tiens, moi, je te fais ça, tu me renvoies la balle, on me donnerait un petit peu plus d'infos. Mais comme tout, en fait, quand les gens ont trouvé un intérêt, un intérêt ou moi je dis du sens, mais c'est ça en fait. Les gens, à partir du moment où ils trouvent du sens, ils voient de l'intérêt à ce qu'ils font. Donc derrière, ça aide forcément à comment dirais-je, à motiver, à aller plus loin, à peut-être creuser les sujets, peut-être à voilà, c'est vraiment des trouver les angles, c'est pas simple. Et donc, quand on voit en interne comment des fois c'est dur, des fois c'est les clients internes, ils sont pas toujours faciles à motiver. Alors des clients externes pour leur demander leur avis, c'est pas toujours simple non plus. Donc
Mais on voit que c'est un sujet, enfin voilà, on se dit recueillir la satisfaction, bon, on fait un questionnaire, voilà, on a répondu à la norme, on est content. Mais quand on creuse plus, on se dit, on pourrait faire pas mal de choses. Alors, il va falloir y réfléchir, et il va falloir tester des choses, mais voilà, là, en discutant, je me dis, il y a plusieurs choses à tester, à y réfléchir, et on peut avoir des choses intéressantes derrière. Voilà, il faut creuser, il faut le tester, il faut y réfléchir avec le client. Mais je pense que ouais, il peut y avoir des choses intéressantes à tirer parce que là, mon client, il a des grands comptes, mais qui sont contents, mais après, on va dire, mais pourquoi ils sont contents? Qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait leur force? De pourquoi ils sont là par rapport à d'autres structures plus importantes? Et je pense que ça pourrait être bien pour une petite structure de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez moi alors qu'il y a des plus grands drones, enfin plus grosses entreprises? Qu'est-ce qui fait ma force par rapport aux autres, quoi, qui peut leur servir à plein d'infos, plein d'argumentations possibles pour peut-être aller prospecter ailleurs. Enfin voilà, donc je pense que ça peut être apporté beaucoup si on creuse bien en fait. C'est intéressant dans le cadre du SWOT aussi, enfin voilà, c'est ça. L'analyse du contexte. Effectivement, connaître ses forces et ses faiblesses, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas forcément, à titre personnel, mais à titre d'entreprise, on n'est pas forcément les plus objectifs pour s'auto-évaluer. Donc, avoir des avis extérieurs, ça nous aide aussi à avoir une meilleure perception de son propre fonctionnement. C'est quelque chose que j'essaie, moi, de vendre, enfin, entre guillemets, de vendre au sens de convaincre mes clients qu'ils ont tout intérêt à faire des satisfactions, justement pour eux arriver, parce que quand on les écoute, ils disent, ah ouais, mais nous, on est fort là-dessus, on sait qu'on est un peu plus faible, mais sur quoi vous basez? Oh, mais ça, c'est parce qu'on le sait. Ah ouais, mais est-ce que vous le savez depuis quand? Ah bah ça fait une dizaine d'années qu'on se dit ça. Ouais, mais les choses ont changé, les clients ont changé peut-être que la société qui nous entoure a changé, et peut-être que c'est plus forcément les mêmes forces et faiblesses aujourd'hui que ce que vous aviez identifié il y a 10 ans. Et c'est ça, en fait, de se reposer les questions, ça aide aussi à ça. C'est pas, encore une fois, juste avoir un taux de satisfaction de client à pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou sur un site internet. C'est ça. Ah oui, c'est pas juste quelque chose qu'on va faire pour afficher quelque part, ou même à ses collaborateurs, mais dit, tiens, on peut en tirer pas mal d'informations qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, de nous améliorer et de progresser. Donc, ouais, tu vois, là, avec cette discussion, on dit qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Il faut y réfléchir comme il faut, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à venir aller chercher, on va dire, chez les clients, pour justement ne pas avoir qu'un niveau de satisfaction, mais avoir un niveau plus plein d'informations qui peuvent aider après derrière à aller de l'avant. Et ça sera beaucoup plus intéressant que juste une petite note derrière. Ben oui, mais qui n'empêche pas, rien n'empêche. Ah oui, non. Ça peut, dans un premier temps, rassurer, etc., ou avoir ses points de repère, c'est pas un souci, c'est pas du tout une critique, ce que je disais tout à l'heure, c'est juste dire, faut pas avoir qu'une note, parce que derrière, le risque, c'est vraiment de faire fausse route et de ne pas voir les vrais problèmes. Donc, mais comme tout, je pense que ça. Ouais. Alors, il y a 4 personnes, donc je vous invite, si vous êtes là, à vous manifester. Si vous avez des questions, vous nous écoutez peut-être, vous avez peut-être des remarques, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, ou des pratiques à partager, n'hésitez pas. Voilà, excuse-moi Astrid, c'était juste pour intervenir. Je disais, l'histoire des enquêtes, je pense, ça a été une solution. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'était une solution je pense qu'il fallait passer par ça, ou ça a été une solution qui était mise en place. Mais quand je pense à plusieurs clients, je pense qu'il a fallu passer par ça pour dire, en fait, c'est peut-être pas ou en tout cas aujourd'hui, c'est plus pertinent pour nous, il faut qu'on aille vers autre chose. Si on n'avait pas fait ça, il n'aurait peut-être pas monté d'un niveau. Donc je pense que c'était une étape pour aller vers autre chose. Donc il fallait en passer par là, en fait. Donc voilà, c'est ni bien ni pas bien, mais voilà, il faut y aller tout doucement et il fallait passer par là pour dire, finalement, maintenant, il faut aller vers autre chose, il faut travailler différemment, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a pas c'est pas de dire qu'il faut tout jeter d'un coup, quoi. Voilà, c'est encore ça. Une fois, il y a des niveaux de maturité des entreprises. Alors ça, c'est pas un jugement de valeur non plus, c'est qu'il y a des entreprises qui font ce type de démarche depuis 10, 15, 20 ans. Forcément, elles ont beaucoup plus de recul
et de vision par rapport à leurs besoins qu'une entreprise qui initie une démarche et qui ne sait peut-être pas par quelle boule la prendre. Pardon. Donc, effectivement, peut-être que commencer par un questionnaire en est un questionnaire pertinent, bien sûr, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début, et pas un questionnaire générique, mais en commençant déjà par un questionnaire, ça peut être déjà la première marche de l'escalier. Puis au fur et à mesure, on consolide nos forces, nos faiblesses, on prend un peu d'aisance, on sait ce qu'on veut, on dit ah bah tiens, ce serait peut-être plus intéressant si on avait ça comme information plutôt que celle-là, et puis c'est comme ça qu'on progresse. C'est ça les démarches d'amélioration continue et de qualité. Hein. Ouais, non, je pense que, tu vois, pour certains, je pense qu'il faut peut-être passer effectivement par Oui. une première phase de questionnaire adapté et tout ça, et puis le moment vient, on se dit peut-être c'est peut-être plus suffisant, il faut peut-être passer une marche en plus et aller vers rajouter quelque chose ou faire évoluer le questionnaire. Enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être une première marche à passer, et puis voilà, donc là, ouais, je pense qu'il y a d'autres choses après à développer derrière, mais il faut forcément une première marche, donc après, quelle qu'elle soit, mais il faut la mettre en place et après évoluer à partir de ça et capitaliser là-dessus, quoi. On se construit petit à petit, hein, donc l'idée c'est un peu ça, ouais. Mais là, voilà, pour ce qu'il a en clé en tête, il s'est dit là maintenant, enfin, vu ce qu'il m'avait dit, je lui ai dit voilà, bon, maintenant il faut passer monter une marche, quoi. Oui. Il faut qu'on travaille sur la montée de marche et voilà, ouais. Mais c'est vrai que l'approche là, que tu évoques, qu'on est en train d'évoquer là tous les deux aussi, c'est de temps en temps, on a des gens qui sont réticents parce que aux démarches qualité ou à quelque chose dans une démarche qualité en disant ah oui mais regarde les autres ils font ça et donc on se juge, on se compare, etc. Et ça rejoint ce que je te disais là juste avant, c'est que oui il y a des entreprises qui font ça, mais elles ont mis combien de temps pour arriver à ça? Et l'amélioration continue, ça veut bien dire qu'on part d'un début et qu'on progresse et qu'on ne s'arrête pas. Et eux, ils ont peut-être mis 5, 10, 15 ans pour mettre en place un processus comme ça, pour avoir une organisation comme ci, pour faire... Et c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais puisque c'est la même certification, ça veut dire qu'on attend le même niveau d'exigence. » Alors, les exigences sont les mêmes. Par contre, le niveau d'exigence n'est pas tout à fait le même. C'est là qui va être la nuance. C'est-à-dire que ce qu'il faut juste arriver à justifier, c'est qu'on a progressé d'une année sur l'autre. C'est un peu cette approche-là, qui est des fois difficile à comprendre pour certaines personnes, de dire ah, « Moi, je ne peux pas être ISO parce que je suis incapable de faire ce que fait mon entreprise à côté. » Rien ne l'empêche. Il y a des gens qui sont ISO tout seuls. Et puis, pourtant, ils sont ISO au même titre qu'un groupe qui a 10 000 personnes. Quoi. Voilà. Oui, et puis quand tu passes une première certification, ils te demandent depuis quand tu l'as mise en place pour voir, entre guillemets, ton niveau de maturité. Et ils sont compréhensifs si tu n'as pas 10 ans derrière toi de questionnaire satisfaction, puisque forcément tu viens de démarrer maintenant. Donc oui, non, comme tu le dis, c'est pas un package qu'on prend de chez là et tiens, on fait copier-coller et puis on fait chez l'autre. Non, il faut vraiment l'adapter, le personnaliser. Et puis il y a la culture d'entreprise qui est prête plus ou moins à prendre ça. Il y en a qui sont plus ou moins évoluer dans la gestion des réclamations clients. Il y en a qui ont des trucs très poussés déjà. Il y en a qui commencent tout doucement avec déjà cette notion-là. Donc il faut juste la percevoir, mais après, la percevoir. Je dis oui, qu'il y a vraiment des niveaux différents à différents domaines pour chacun. Quoi. Mais effectivement, c'est pas une checklist ou de choses. Hop, tu appliques ça et puis tac, ça marche. Voilà, ça, c'est vraiment un truc à se mettre en tête. On insiste peut-être un peu là-dessus, mais parmi les personnes qui sont présentes, toujours 4, mais bon, pas de questions. Si vous avez des problématiques par rapport à ça, que vous posez des questions sur initier une démarche, c'est pas cocher des cases en disant j'ai tout bien fait. Là encore, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, le syndrome de la scolarité qu'on a aussi en France, le rapport à la scolarité, où beaucoup de personnes ont un peu cette impression que c'est comme quand on a le brevet, qu'on a le bac, qu'on a le CAP, qu'on a un BTS, et qu'en gros, il suffit d'avoir eu une bonne note ou avoir répondu aux bonnes questions pour avoir le Graal, en fait, et puis derrière, c'est acquis. Non. Il n'y a pas de règle comme ça. C'est peut-être un petit peu perturbant pour si vous aimez avoir une note et puis une sanction définitive. Mais non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bachotage, il n'y a pas de moins en moins en plus. C'était un peu le cas avant, mais de moins en moins. Donc, c'est à vous de faire votre propre fonctionnement adapté à votre entreprise, à vos clients et à votre contexte.
Ouais. Et puis, quand on parle d'amélioration continue, c'est que vous en avez pour, si vous démarrez une carrière professionnelle et vous restez là-dedans, vous en avez pour vous améliorer toute votre vie. Et vous aurez toujours même si vous avez une très bonne note, une moins bonne note, enfin voilà, ça ne veut rien dire parce que vous allez devoir toujours vous améliorer. Donc, ça c'est intéressant. Poursuit tout le temps. J'ai un client l'autre jour qui m'a demandé, enfin c'est pas un client, c'était un prospect, mais qui me dit mais du coup quand ça sera fini, ça sera bon. Je dis, mais non, bah, déjà vous commencez mal là, parce que ça sera jamais fini. Désolé de vous apprendre ça, mais ça sera jamais fini. Si vous mettez le doigt dedans, c'est ça. Au contraire, quand ça sera fini, ça sera plus bon. Parce que quand ça sera fini, on vous donnera l'organisme certificateur, il vous donnera plus de certificat parce qu'il considérera que vous avez rompu le contrat d'amélioration continue. C'est ça qui peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que encore une fois, c'est pas on révise, on fait une formation et à la fin on a un diplôme. Non, c'est pas ça. Quand c'est fini avec nous, c'est que le début d'autre chose. Exactement. C'est ce que je dis à mes clients. Une fois qu'on est arrivé jusqu'à la certification, après vous pouvez continuer en autonomie, vous pouvez faire appel à moi ou à un confrère, une consoeur, pas de souci, mais ça doit continuer, quoi qu'il en soit. J'étais là pour initier. C'est ce que je dis souvent. L'image, c'est un ancien chef à moi qui m'avait dit, nous on est là pour montrer la porte, après c'est aux gens de l'ouvrir et puis d'aller de l'autre côté, quoi. On est vraiment là pour guider au départ. Après, on peut être toujours là, mais c'est quand même aux gens de passer la porte, quoi. C'est à eux de faire l'action. Et puis, quand on a passé l'action, il faut aller jusqu'au bout. Et donc là, mais une fois qu'on est convaincu, normalement, c'est pas un effort. Ça fait partie du fonctionnement de l'entreprise. Oui, complètement. Une fois que la personne que c'est intégré dans l'entreprise, il n'y a pas de, il n'y a plus de questions qui se posent, quoi. Enfin, c'est ancré, ça avance tout seul et ça se fait, quoi. On peut faire l'analogie avec les gens qui font du sport. Au début, c'est dur. Les premières semaines, on a mal, on dit pourquoi on y va, il fait froid, etc. Puis une fois qu'on a pris le rythme, qu'on dit qu'on y va 3 fois par semaine, et c'est les semaines où on le fait pas que ça nous manque en fait. C'est un peu je fais cette analogie-là, mais c'est un peu cette approche-là. C'est ça. Au début, c'était un peu dur, mais bon, voilà. Puis il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Puis des fois, il peut y avoir un petit coup de mou, et puis après, ça repart, et puis on est mieux, puis on est bas. Exactement. Mais l'important, c'est pas s'arrêter. On progresse toujours. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Alors, est-ce que les personnes qui sont présentes... non, là, on est passé à 5, mais il n'y a personne qui intervient. Il y en a qui ont des questions sur satisfaction client, des commentaires, des bonnes pratiques ou autres. Alors, le thème du jour, c'était plutôt la satisfaction des clients, mais on est parti sur d'autres sujets aussi. Donc, s'il y en a qui veulent évoquer un sujet ou peut-être nous proposer un sujet, une thématique prochaine fois, parce que logiquement, on finit dans 3 minutes. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, qui vous posent question, ou au contraire, vous avez une super pratique, vous voulez partager, etc., allez-y, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça pourrait être une thématique de la prochaine session. Parce que on sera là une prochaine fois, dans un mois, vu qu'à chaque fois, il y a du monde. On va continuer sur... Là, on n'est pas... Alors, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique, parce qu'on n'a pas de questions, mais j'espère que ce n'est pas un problème technique. Oui, c'est vrai que les autres fois, il y avait des personnes qui n'avaient pas pu... Des gens qui avaient eu des soucis, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez eu des problématiques pour poser des questions, si l'outil n'est pas forcément si simple, etc., de nous dire, aussi dans une démarche d'amélioration continue, qu'on sache ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Donc, vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux, Astrid ou moi-même, on tiendra compte et puis on essaiera de faire en sorte que ça s'améliore si jamais vous avez des problèmes. Ou si vous avez juste pas de questions, ça c'est pas... Ça, c'est autre chose. Ou si le sujet toi, tu aurais un sujet pour une prochaine fois ou pas? Comme ça. Comme ça, là, au Débeauté, non, j'ai pas forcément de sujet qui me vient. Je peux regarder, j'ai des petites listes de sujets à aborder. Ça pourrait être peut-être le vécu d'un audit, je pense, là, comme ça. Qu'est-ce qu'un audit? En plus, tu as fait des podcasts sur les audits là, en ce moment, donc je ne sais pas si c'est ça qui me fait penser à ça. Mais... Peut-être, ouais. C'est le premier qui m'est venu, mais on avait un petit peu parlé de ça déjà la dernière fois, mais on avait plus parlé de la démarche de certification, mais on peut parler de l'audit interne, effectivement. Qu'est-ce qu'apporte un audit interne en entreprise? Ça peut être une approche, moi ça me va bien. Je propose ça me vient comme ça, après ça peut être autre chose. Mais...
Non, mais c'est intéressant. Après, on peut parler des outils aussi, de l'amélioration continue, hein, quels qu'ils soient, que ce soit les arbres des causes, le diagramme d'Ishikawa. Ah, c'est pas bête, ça, oui. Des choses comme ça. Ouais. Ça peut être des approches. Bon, on se les garde. Hein. Moi, j'ai des listes, de toute façon, des différents sujets. Et puis, on peut dire que pour la prochaine fois, on fait l'audit interne. Sauf si il y a vous manifestez et que vous nous dites qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent plus. Mais on part là-dessus. Ouais. Si ça vous va. Kindimo consent, pas de réponse, donc on va partir là-dessus. Voilà. Merci à ceux qui ont été là pendant ce temps. Hein, même si vous ne vous êtes pas forcément manifestés, c'était déjà intéressant d'avoir des spectateurs. On se retrouve donc d'ici un mois. Alors, c'est vrai qu'aussi, on a fait moins de promos cette fois-ci que la dernière fois. Hein. Peut-être, oui. Non, puis moi, je sais que j'ai fait toute la semaine de visio, donc peut-être aussi. Voilà, fin d'année, la préparation des vacances, la préparation des fêtes, la visio, voilà, les gens, ils sont occupés. Oui. Enfin, en tout cas, il y avait déjà 5 personnes. Donc oui. Peut-être que je ferai, comme je fais aussi d'habitude, diffuser sur Facebook, parce que là, sur Twitch, il faut que les gens soient sur Twitch pour peut-être avoir une notification, je pense. Alors que sur Facebook, les gens qui sont sur Facebook, ils peuvent voir qu'il y a un live qui commence en direct. Ah oui, d'accord. Peut-être ils peuvent plus facilement se raccrocher. Il faudrait peut-être que je fasse ça. D'accord. Ah on peut tester peut-être autre chose la prochaine fois. L'outil me permet de faire Facebook, YouTube et Twitch. Donc on pourrait essayer. À voir, parce que effectivement, s'il y a des soucis de chat, enfin, je sais pas si c'est ça ou pas, mais peut-être que ça... Faut on verra. Mais ça peut être peut-être pas bête de tester un autre tester la prochaine fois. Ça marche. Donc voilà. Écoute, Astrid, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et toi aussi. Nous, on ne devrait pas trop se revoir, a priori. Donc, non, demain, je ne serai pas au bureau. Donc bonne fête de fin d'année. C'est la bonne, bonne fête de fin d'année. Et puis à vous aussi qui nous avez suivis, bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve donc d'ici un mois. Ouais, ça marche. À bientôt. À bientôt. Bonne fête à tous.